Bien, bonjour tout le monde. On va continuer sur le chapitre de pétrographie sédimentaire pour la filière STU 4, sciences adaptées à l'univers, quatrième semestre. Alors la dernière fois, on avait vu les figures sédimentaires. Maintenant, on va voir les structures sédimentaires, qui sont des structures internes par rapport aux figures sédimentaires, qui sont des figures de surface de bord ou bien de base de bord. Là, c'est vraiment des structures sédimentaires. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur ce que c'est qu'une strate, ce que c'est qu'un lit, et ce que c'est qu'une lamine. C'est très important parce que c'est une question d'échelle. Les lamines, c'est quelque chose de millimétrique à centimétrique. Les litages, c'est quelque chose de métrique. Et les strates, c'est quelque chose de décamétrique. Une strate, c'est quelque chose d'assez important, donc plus de 10 mètres. On parle de stratification muscacile. Et le litage, quand il s'agit d'un banc de métrique, intramétrique ou bien supramétrique, bien entendu. Et les lamines, c'est quelque chose de très très fin, donc millimétrique à centimétrique. C'est quelque chose de très important avant d'aborder les structures. La première structure qu'on va voir, c'est le litage, ce qu'on appelle le litage plan ou parallèle. Alors, comme son nom l'indique, c'est parallèle, c'est horizontal, d'accord? Et ça, c'est lié au dépôt par traction, bien entendu, et par accrétion verticale. Vous avez dépôt du premier lit, dépôt du deuxième lit, etc., etc., etc. Où est-ce qu'on peut trouver ce type de structure? On le trouve lorsque l'énergie est faible, ou avoir ceci quand l'énergie est faible, mais on peut le trouver également lorsque l'énergie est très forte. Mais cette fois-ci, il sera accompagné par des parties lignagées, comme on a vu, les lignations de Lévy. C'est l'arrachement de sédiments suivant une même direction. Alors, litage horizontal, donc, litage parallèle plan, se dépose dans les deux types, soit basse énergie, cette fois-ci sans partie lignagée, soit haute énergie, mais avec des lignations de Lévy ou bien partie lignagée. Voici une figure qui montre ce litage horizontal, parallèle, plan, d'accord, assez continu, mais qui peut passer globalement, latéralement, à des rides. Deuxième type de structure, c'est ce qu'on appelle le litage oblique plan, planar cross-bedding. Planar cross-bedding, ça veut dire que le litage, il est plan. Voici une figure qui montre ceci. Donc, il est oblique, mais plan. D'accord? Il se forme par progradation. Donc, vous avez le dépôt du premier set, deuxième set, troisième set, bien sûr, dans ce sens-là. L'accrétion, il sera horizontale, bien latérale. Tout à l'heure, l'accrétion était verticale. Cette fois-ci, l'accrétion sera verticale, bien entendu, de gauche à droite. Ça, c'est très utile pour nous montrer le sens du courant. Et dans la reconstitution du milieu de dépôt, ça, c'est quelque chose de très important pour avoir le sens des apports, le sens des paliers courants pour pouvoir bien cerner le bassin de sédimentation. Et ce type de figure, ou bien de structure, donc on le trouve dans différents types de corps sédimentaires. Voici une photo qui montre avec un litage ou bien un angle de 20 degrés, mais ça peut être plus dans le cas de dépôt éolien. D'accord? Et ça montre bien entendu le sens du courant, donc qui est de gauche à droite dans ce cas-là. Voilà une autre figure qui montre cette progression de litage oblique plan, d'accord, qui va dans ce sens-là. Alors, sur ce plan-là, on peut trouver cette progression, mais dans un autre plan, donc on peut trouver que le litage horizontal. Une autre figure qui montre cette progression, bien sûr, voilà, vous voyez qu'il y a une répétition de ces structures qui montre que le courant, il va de gauche à droite. C'est un dépôt très ancien du Paléozoïque en Australie. Là, c'est un affleurement, donc à Londres, dans la région de Londres, de l'Australien de Londres, et vous voyez que vous avez des corps sédimentaires qui sont bien individualisés. Et dans ces corps sédimentaires, vous avez ces structures de litage oblique plan, planar cross-bedding. Vous voyez cette progression dans ce sens-là, d'accord? Cette progression dans ce sens-là, séparée par des litages
horizontaux. Et ces litages obliques blancs, vous avez leur épaisseur, l'épaisseur du banc, donc qui est importante à ce niveau-là, et qui commence à être plus mince dans ce sens-là. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète plusieurs fois. Donc vraiment, on a une multitude de corps, c'est vraiment des corps sédimentaires qui sont caractérisés par ces litages obliques blancs. Donc d'une part, ça nous montre que le sens du courant était de ce côté-là, et d'autre part, ces litages obliques blancs sous forme de corps sédimentaires de ce type-là, avec un amincissement des bancs vers l'aval, ça montre qu'il s'agit de dépôts de barres transversales. C'est des barres transversales de systèmes fluviatiles en tresse. Ça veut dire qu'à l'époque westphalienne, il y avait une progression dans une rivière à l'époque qui circulait et qui déposait ces barres transversales de rivières en tresse, donc un système fluviatif. Voilà un dépôt, ou bien une image plus près de ces litages obliques blancs avec alternance de litage horizontal. Ça veut dire que vous avez progression, que le courant est très fort, puis après vous avez une accalmie, d'accord, litage horizontal, puis après dépôt de litage oblique blanc pour former ces barres. Après, on va voir des litages, ce qu'on appelle des litages obliques en loge, ou bien trough cross-bedding. En anglais, on parle de trough cross-bedding. Litage oblique en loge, de litage oblique, mais il est en loge, on peut traduire ça également en creux ou bien en cuillère. C'est une figure qui forme ça, donc ça a la forme de cuillère, d'oge. Dans la littérature, vous pouvez trouver des litages obliques arqués également. Ça veut dire la même chose. Ça, c'est lié à des mouvements, c'est pas une accrétion latérale, c'est une accrétion verticale avec des mouvements de score and fill. Score and fill, ça veut dire des mouvements de creusement, de remplissage. Creusement, remplissage, ça veut dire qu'il y avait une turbulence très importante. Et quand on voit ça dans les sédiments, ça veut dire que généralement, c'est lié à des dépôts dans des chenilles. Il y a vraiment des creusements très importants, souvent à la base de séquence, et qui montrent ce type de litage. Bien entendu, on ne peut pas mesurer le sens du courant à partir de ces figures-là, et on a uniquement la direction du courant. Alors la direction du courant qui a déposé ces figures-là, dans ce cas-ci, elle est perpendiculaire au plan de la figure. Le courant, la direction du courant était ce côté-là, ça veut dire perpendiculaire au plan. Voici une autre figure qui montre ces trough cross-bedding sur un plan. Regardez sur ce plan-là, vous avez des trough cross-bedding sur laquelle on peut dire que le courant passait perpendiculairement dans cette direction-là. D'accord, il passait par là. On n'a pas le même sens. Mais si on voit d'autres plans, par exemple ici, vous voyez qu'il y a des taches de plans, donc on peut mesurer le sens de ce cas-là. Donc le courant serait de gauche à droite. Par contre, ici, on peut avoir que la direction. Mais déjà, avoir la direction sur le terrain, c'est quelque chose de très important. Ça peut déjà nous indiquer la direction du palier courant. En surface de banc, ces structures ont cette forme-là. Donc, vous voyez, les trough cross-bedding ont cette forme-là. Donc, arquées, d'accord. Ça veut dire qu'il y avait des moments de creusement et de remplissage. Et ça se fossilise dans des sédiments parfois très anciens. Dans l'exemple ici, c'est des grès du Paléozoïque d'Australie. Voici une autre figure qui montre ces stratifications obliques en loge. D'accord? Donc vous voyez des auges l'une au-dessus de l'autre. Et dans cette figure-là, vous avez une érosion de la loge. Cette auge, cette cuillère, elle va éroder la cuillère qui était avant, le sédiment qui était avant. Ça veut dire que c'était vraiment turbulent, c'était vraiment fort, c'est de l'érosion, donc creusement et remplissage. Dans cette diapo, donc vous avez des litages obliques en loge à la base de cette séquence. Vous voyez que c'est conglomératique, c'est micro-conglomératique avec des trough cross-bedding. Et plus on monte dans la série, donc il y a diminution de la taille des éléments et puis disparition de ces trough cross-bedding. Ça veut dire que le creusement donc il diminue. Donc il y a le creusement surtout à la base de la séquence et puis un appilement vers le sommet. Ça c'est l'exemple de barres ou bien de chemin fluviatile indiscutable. Alors de manière
plus détaillé. Donc, vous voyez la base de la séquence qui est érosive et vous avez ces trunk cross-speeding avec des microconglomérats donc, qui érodaient la séquence sous-jacente. Et bien sûr, cette séquence s'amincit vers le haut. Ça, c'est les caractéristiques des milieux fluviatiques. Après, on va voir le type de litage. Notre type de litage, ça s'appelle le litage entrecroisé. Donc, vous avez un litage oblique-plan dans un sens. Donc, vous avez une progression de gauche à droite, dépôt du premier essai, deuxième, troisième, etc. Et puis après, vous avez progression dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un changement de sens du courant. Donc, le courant change et les endroits où ça change énormément, c'est au niveau des plages, par exemple. Et ça engendre ce qu'on appelle des figures de type herringbone cross-bedding. C'est des cross-bedding, c'est des litages obliques-plans de type herringbone, qu'on peut traduire par des stratifications en arête de poisson. Ou bien litage en arête de poisson. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette figure qui rappelle les arêtes de poisson. Regardez par ici, par exemple. Alors, ça montre quoi? Ça montre que la progression était de droite à gauche, ici, puis après, elle revient de gauche à droite. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent au niveau des plages, au niveau des tidal flats. Alors, au niveau des tidal flats, donc, vous avez les courants de marée, donc, qui vont dans un sens et dans un autre. Et ça se fossilise très bien. Et c'est caractéristique. Quand on a des herringbone cross-bedding, on est sûr qu'on est dans des dépôts de tidal flats. Et puis après, donc, on a ce qu'on appelle des Imoki cross-stratification, qu'on peut traduire par des stratifications en mamelons. Alors, pourquoi on les appelle comme ceci? Parce que en surface, ils ont une figure qui ressemble à des mamelons, d'accord? Stratification en mamelons. Donc, c'est une stratification ondulée, donc longue et ondulée. Mais c'est surtout en surface que c'est mamelonné. Voilà, une photo qui montre bien ceci. Vous voyez, en surface, qu'on peut distinguer facilement. Et ça, ce sont des figures, vous voyez, donc c'est des figures très très anciennes, donc des dévoniens, des gradients dévoniens, qui sont spécifiques à un milieu donné, qui est le courant, bien les vagues de tempête. Ces stratifications entrecroisées, généralement à l'échelle du mètre, sont caractérisées par de larges ondulations. Le sédiment est un sable fin, bien trié, et sont générées par des vagues de tempête au milieu de plateforme dans un régime d'écoulement intermédiaire entre la formation des rives et celle des stratifications planes. Donc vous voyez, vous savez qu'il y a un bas régime, vous avez un haut régime. Le bas régime il est caractérisé par les rides et les taches planes. Le haut régime il est caractérisé par les amplitudes et entre les deux, donc vous avez un régime. Entre les deux, vous avez le régime intermédiaire, mais il y a le régime de transition. Et ces vagues de tempête correspondent à ce type de régime-là qui engendre des épisodes de HCS. Un épisode de HCS, ça veut dire Imoki Cross Stratification, ça correspond à un événement. Chaque HCS, c'est un événement. Et puis qui peut se renouveler, bien entendu. Ces structures sont associées à d'autres figures sédimentaires au sein des tempestites, des dépôts des tempêtes, c'est HCS. C'est pourquoi il est très utile de les observer sur le terrain pour pouvoir interpréter le milieu de dépôt, d'accord, qui est souvent des vagues de tempête dans ce cas-là. Et puis, viennent après des figures de type, ou bien des structures de type flazer bedding, lenticular bedding et wavy bedding. On parle des trois en même temps parce qu'ils sont souvent associés. Les flazer bedding, les lenticular bedding et les wavy bedding. Dans cette figure, vous avez ici, par exemple, une alternance de sable et d'argile, avec une abondance des argiles par rapport au sable. Donc là, vous avez uniquement des lentilles sableuses, donc des argiles, bien entendu. Ces lentilles sableuses correspondent à des rides. Alors, des rides avec leur litage, bien, lamine progradante. D'accord? C'est pourquoi les flazer bedding, et le lenticular bedding, donc, on les classe également parmi les structures alimentaires parce que c'est à l'intérieur que c'est important. C'est à l'intérieur que c'est important
ça veut dire qu'il y a des structures sédimentaires qui montrent la progression. Donc ça, c'était l'anticular bedding comme son nom l'indique. Ici, vous avez des wavy bedding. Wavy bedding, quand vous avez autant de sable que d'argile. Quand vous avez autant de sable que d'argile, vous avez des wavy bedding, bien entendu, avec les sables qui présentent des structures, bien des lamines progressantes. Donc ça, c'est des wavy bedding, ça, des lenticular bedding. Et les flaser bedding, c'est quoi? C'est une abondance des sables par rapport aux argiles. Vous avez les argiles sont uniquement des flasers entre les sables. Donc vous avez dominance de ces sables avec ces rides, avec ces progradations. D'accord? Donc ces trois figures sont souvent liées et sur le terrain, ils sont tout à fait visibles avec cette alternance d'argile et de sable avec des rides, des lenticular bedding, des wavy bedding et des flaser bedding. Ces structures sont engendrées par l'alternance de sédiments fins, argile, et plus grossiers, les sables et les siltes. Les flasers sont des rides sableuses ou silteuses, entre lesquelles se déposent des sédiments fins. Les drapages argileux sont préservés dans les creux. Donc les argiles se déposent dans les creux entre les lentilles sableuses. Les lenticular bedding sont des dépôts essentiellement argileux dans lesquels sont conservées des lentilles sableuses. Donc, il y a plus d'argile que de sable, il y a uniquement des lentilles sableuses. Les wavy bedding sont des alternances de niveau continu de boue et de sable. C'est des alternances. Et les trois structures, et toutes ces structures se forment dans des environnements de tidal flat, encore une fois, où des périodes de calme alternent avec des périodes où l'action des vagues ou des courants se manifestent. Donc, ça caractérise souvent ces tidal flats quand on a ces types de figures. Les tidal flats, vous avez des courants de marée. Donc, quand la marée est très active, donc ça dépend des sables, d'accord, c'est grossier. Ça, c'est une ligne de crête, c'est une ligne aérienne, bien entendu. Vous avez des lignes de crête de rides sableuses, et entre les deux, quand vous avez la baisse de l'énergie, vous avez des pots d'argile, parce que les argiles se déposent par décantation lorsque le milieu devient plus calme. Ça engendre, bien entendu, des places d'herbélie. Dans les sédiments anciens, c'est tout à fait visible, et ici c'est l'exemple de sédiments très anciens, de Dévonien. Regardez cette alternance de sable et d'argile, sable, argile, avec des rides, d'accord? Et vous avez autant de sable que d'argile à peu près. Les rides montrent la progression de gauche à droite, donc on peut montrer le sens du courant. Et puis vous avez les argiles, donc ça c'est des wavy bedding, parce qu'il y a autant de sable que d'argile. On remarque aussi sur cette figure-là de charge, c'est des figures de charge. Vous avez le sable qui s'enfonce sur les argiles, par le poids bien entendu. D'accord? Après cela, on va voir ce qu'on appelle des climbing ripples. Alors, ça peut traduire par des rides grimpantes. Ça peut traduire également dans la littérature, vous pouvez trouver rides ascendantes, bien rides montantes. D'accord? Alors, on les classe également parmi les structures sédimentaires parce qu'ils ont des structures internes très particulières. Regardez ici, vous avez des rides qui montent les unes sur les autres. D'accord? Elles sont vraiment grimpantes. Bon, ça commence bien sûr pour les structures en phase, des structures en transition, des structures progradantes, premier de type 1, puis des structures de progradant type 2. Donc, au maximum, c'est ça. D'accord? Ce sont les différents types de rides grimpantes ou bien de climbing ripples. Quand les rides donc, de courant ou de vagues migrent avec l'accumulation continue de sédiments, ils se forment des rides grimpantes. C'est l'accumulation continue de sédiments. On distingue les rides dont les lamines sont en phase, ce qu'on vient de voir, créent sur une même verticale, des rides qui progradent, les rides progradantes. L'avantage de l'observation de ce type de rides, ou bien de l'individualisation de ce type de rides, c'est que ça montre que le sédiment était très chargé en suspension. C'est un témoin d'une grande charge en suspension. C'est le cas, par exemple, des berges des rivières. Le sédiment est très chargé en sédiment en suspension. Donc, vous voyez, donc ça peut nous permettre de reconstituer les milieux de dépôt. C'est une autre figure qui montre les rides grimpantes. D'accord, ça c'est dans le Paléozoïque de l'Australie. Vous voyez, donc c'est des rides qui grimpent
les unes sur les autres. On passe maintenant à des structures qu'on appelle des structures déformées. Mais attention, ça n'a rien à voir avec la tectonique, c'est des structures déformées. C'est une déformation sédimentaire. Le premier exemple, c'est les convolutes médines. Les convolutes médines, c'est des structures qui sont liées à la liquéfaction du sédiment. Le sédiment est encore gorgé d'eau, donc ça donne ces figures-là. On ne pas quand sur une pente, par exemple, vous pouvez avoir des convolutes médines. Donc c'est un sédiment qui est déformé, mais uniquement sur le plan sédimentaire. Ça n'a rien à voir avec la tectonique. C'est un plissement souple, accentué des lamines, des couches sédimentaires, souvent des sals fins et des siltes. Ça correspond à le glissement sur le fond, à l'état meuble de sédiments, à l'état de sédiments meubles gorgés d'eau. C'est encore gorgé d'eau et c'est lié à la liquéfaction des sédiments d'une couche hydroplastique, qui est le facteur primordial de la formation de ces convolutes. La formation de ces convolutes est liée à cette liquéfaction des sédiments. L'origine de cette liquéfaction, c'est des courants de traction agissant à l'interface des sédiments, des surcharges sédimentaires locaux, locales, les chocs également. Les convolutes sont observés dans des turbidite, on peut le trouver dans les turbidites, donc au niveau des talus continentaux, donc à cause de la pente. On peut le trouver dans les tidal flats aussi, on peut le trouver dans les plaines alluviales au milieu continental, ou bien dans les points bas, c'est-à-dire les barres de méandres au milieu continental et dans d'autres milieux. Voici un milieu, bien une barre fluviatile dans lequel on observe ces convolutes médines. Ça veut dire, c'est lié à cette liquéfaction des sédiments. C'est un plissement, en fait, c'est un sédimentaire qui n'a rien à voir avec la tectonique, parce que la couche supérieure, elle n'est pas déformée. Ça, c'est une barre fluviatile dans laquelle on peut observer cela. Puis après, viennent les slumps. Les slumps, ce sont des glissements en masse. Vous avez glissement de sédiments sur une pente, vous voyez, qui va se plisser. D'accord? Pareil, donc vous avez plissé, vous pouvez même avoir le sens du plissement dans ce sens-là. Ça veut dire que la pente était dans ce sens-là. Et dans une vue aérienne, voilà ce que ça donne. Donc c'est le sédiment qui a glissé, qui s'est plissé suivant une pente. Alors c'est très remarqué au niveau des dépôts turbiditiques, par exemple. Ce sont des masses de sédiments qui ont glissé sous l'action de la gravité, de la pesanteur, le long de surface de cisaillement, en préservant en partie leur structure interne. Un matériau qui est déjà cohérent sera fragmenté et le transport générera des structures chaotiques, voire bréchiques, quand c'est cohérent. Par contre, quand c'est hydroplastique, quand c'est encore plastique, le matériel plus plastique donnera naissance à des plis et des replis. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? C'est des plis et des replis. C'est des plis et des replis quand le matériel, il est plastique. Les slumps peuvent s'observer à différentes échelles et atteindre des dimensions hectométriques, plusieurs centaines de mètres. La genèse de ces slumps est liée à des instabilités, telles que les pentes fortes, par exemple. C'est le cas des talus continentaux, tels que des chocs affectant les sédiments déposés rapidement à forte pression hydrostatique interparticulaire. Autre figure sédimentaire qu'on peut voir, bien structure sédimentaire qu'on peut voir, les structures de la taille des grains, de la base vers le sommet, depuis le conglomérat au silt, ça donne par exemple des séquences positives, ça c'est une structure de grains de croissance. L'inverse, ce sont des structures de granon croissance. Donc augmentation de la taille des grains, de la base vers le sommet, bien sûr, liée à l'augmentation de l'énergie du courant. Donc ça donne des séquences positives, ou bien un grain de classement positif, ou bien un grain de classement négatif. Alors, quand vous avez un grain de classement positif, souvent c'est lié, ou bien c'est associé à une base érosive. Et ça, c'est souvent le cas de remplissage de chenaux. On termine par des structures de type stromatolitique, qui n'ont rien à voir avec des structures liées au courant, mais qui sont liées à des algues bleues. Ce sont des constructions discoïdes ou mamelonnées dues à des cyanophycées. D'accord? Cette structure-là, c'est lié à l'activité des algues bleues. Ça donne ce qu'on appelle des stromatolites. Alors dans ce cas-là, c'est des stromatolites LLHS. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de stromatolites.
voyez, donc les plus simples, aux plus compliquées, et celles qu'on vient de voir, c'est des types de LLHS, type stromatolitique. Voilà une structure stromatolitique dans le degré triasique, d'accord? Voilà, c'est la même photo, mais vue de plus loin, vous voyez, c'est des litages, mais qui n'ont rien avec la segmentation uniquement, c'est lié à l'activité de ces bactéries. Voilà un tableau qui résume et en même temps qui montre l'intérêt de l'observation de ces figures, de ces structures sédimentaires dans la reconstitution des milieux de dépôt. Donc, vous avez plusieurs milieux de dépôt, et chaque milieu de dépôt, dans chaque milieu de dépôt, donc, vous avez une association de figures de structures sédimentaires, que ce soit en milieu continental, donc les figures qu'on retrouve au milieu continental, ils sont différentes des figures qu'on peut trouver, par exemple, au milieu de plage, ou bien au milieu de cône profond, ça veut dire dans le bassin océanique. Bien entendu, au milieu de plage, par exemple, regardez ici, plutôt de pente. Donc, par exemple, vous avez, c'est généralement donc caractérisé par la présence de convolutes, par la présence de flux de gaz, etc. Donc, toutes ces figures, les structures sédimentaires, on en a vu que quelques exemples quand même, sont très utiles dans la reconstitution des milieux de dépôt. Voilà, on est terminé avec les figures et structures sédimentaires. Et le prochain chapitre, donc, on va aborder la minéralogie des argiles. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.